Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Il est 8h et nous sommes au rendez-vous de la balade matinale sur votre radio. Nous sommes au mercredi aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025. C'est la journée mondiale du lavage des mains. Alors, ma question pour vous ce matin, combien de fois vous lavez-vous les mains par jour ? Posez-vous cette question parce que au temps de Covid, on se lavait les mains presque toutes les minutes. Mais depuis, les habitudes ont changé. Alors, une journée mondiale consacrée au lavage des mains, je pense que cette campagne s'impose à nous tous dans nos maisons comme sur nos lieux de travail et dans nos écoles également en cette journée et dans les journées à venir. Je suis Juanita Blavoutri. Permettez que je vous installe confortablement pour démarrer cette matinale. Vano Baby, il s'appelle pour vous installer confortablement et vous accueillir dans la balade matinale. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ces matins où nous avons le plaisir d'accueillir d'autres invités pour nous parler de sujets intéressants. Aujourd'hui, ce sera le sujet de la santé mentale. Le thème du jour porte sur l'accès aux services et santé mentale lors des catastrophes et urgences. Pour en parler, nous sommes avec Firmin Apedo, vice-président de l'association Link and Hope. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Que fait l'association Link and Hope ? Le plaisir est partagé. L'association Link and Hope est une association qui est majoritairement composée des usagers des services de santé mentale et qui intervient dans la promotion de la santé mentale. D'accord. Merci pour cette précision également sur ce plateau de la balade matinale. Degboé, c'est l'homme, il est docteur en psychologie clinique et de la santé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ? Merci, je vais bien également. C'est un plaisir de vous avoir également ici avec nous. Partagez. Alors, quand on parle de santé mentale, à quoi fait-on allusion ? Merci pour la question. Quand on parle de la santé mentale, il faut dire que c'est un fourre-tout en fait. Parce que ça ne se résume pas uniquement à un diagnostic de trouble mental. C'est aussi le ressenti de l'individu. Et ce ressenti-là n'est pas statique. C'est dynamique. C'est comme, on va dire, une montagne russe. D'accord. Et donc, tout le monde se retrouve dedans. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en matière de santé mentale, quand on veut faire un projet, une projection, il n'y a pas une cible. C'est toute la population. C'est toute la population, parce que tout le monde est potentiellement malade mentalement, on va dire. Parce que, pas que tout le monde est potentiellement malade, mais tout le monde a des moments creux. D'accord. Dans la vie. Oui. Et donc, tu peux être en bien-être psychologique à un moment donné de ta vie. Oui. Et à un autre moment, tu peux être en détresse psychologique. Cela ne veut pas dire que vous développez une maladie mentale. Une maladie mentale, non. Et maintenant, à un autre moment, il peut arriver que vous fassiez la maladie mentale. D'accord. Donc, tous ces éléments rassemblés nous fait dire que la santé mentale, c'est un tout. Cela ne veut pas dire qu'il y a absence de maladie mentale et qu'on se sent en très bonne santé. Oui. Non. Et au même moment, il y a des gens qui vivent des difficultés sur le plan psychologique, mais arrivent à vaquer à leurs occupations de tous les jours, à maintenir leurs relations sociales, familiales, conjugales, et ainsi de suite. On va dire qu'ils maintiennent le cap malgré leur situation psychologique. Voilà, malgré la souffrance qu'ils vivent. D'accord. Alors, nous sommes là aujourd'hui donc pour parler de santé mentale en priorité. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la santé mentale, c'est de
parvenir donc à donner des soins mentaux à toute période, surtout en période de crise à tout le monde. Que pouvez-vous nous dire sur ce thème-là? Alors, généralement, quand il y a des situations de catastrophe ou d'urgence, ce que le commun des mortels a en tête, c'est d'apporter de l'assistance. En matériel. En matériel. Mais les gens oublient la santé mentale des survivants, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les catastrophes ou les urgences. Ça peut être des survivants directs, c'est-à-dire des gens qui ont assisté à l'événement, mais ça peut aussi être des survivants indirects, c'est-à-dire qu'un proche de quelqu'un qui a été survivant, de quelqu'un qui a vécu la situation. Et au Togo, on connaît des catastrophes. Par exemple, les incendies qui ravagent nos marchés depuis des années. Oui. On connaît des inondations avec la sortie du fleuve Mono de son lit, de fleuve Oti de son lit. Des inondations liées à une forte pluviométrie, que ce soit à Lomé ou dans d'autres endroits du pays. Et donc, quand ça se passe, généralement, il n'y a pas un dispositif médico-psychologique qui est mis en place pour pouvoir aider les gens à prévenir leur santé mentale. Parce que quand ça se passe comme ça, on est sur un champ de ce que nous appelons un traumatisme psychique. La personne peut vivre l'événement tout de suite, mais ne pas développer une souffrance ou un trouble mental lié à cette catastrophe ou à cette urgence. 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, la personne va développer maladie. La personne peut développer une maladie mentale liée à cette catastrophe ou à cette urgence que la personne a eu à vivre. On a aussi connu la pandémie Covid-19. Nous, on était au front dans les hôtels où l'État a mis en place un dispositif médical et à la fois psychologique pour l'accompagnement de ceux qui ont été dépistés positifs au SARS-CoV-2. Et donc, tout ce travail-là a été fait. Et nous, le thème de cette année est la bienvenue pour dire que les catastrophes et les urgences font partie des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale de tout un individu. Voilà. D'accord. Quand on parle de santé mentale, à qui fait-on allusion, monsieur le vice-président? Est-ce que c'est le citoyen lambda ou il faut avoir un certain âge avant de parler de santé mentale, selon vous? La santé mentale n'est pas une personne. Et que ce soit enfant, adolescent ou personne adulte, nous sommes tous exposés aux problèmes de santé mentale. Donc là, vous et moi, nous sommes de potentielles personnes qui peuvent connaître à tout moment un problème de santé mentale lié à une situation difficile que nous n'avons pas pu surmonter, à une difficulté normale de la vie que nous n'avons pas su surmonter. Voilà, donc tout le monde peut faire face aux souffrances mentales. Donc, il ne s'agit pas d'un certain âge. C'est bien ça, docteur? Oui. On ne va pas dire que c'est à partir d'un certain âge qu'on peut développer des troubles mentaux? Non, en fait, tout le monde, tout âge, tout individu de tout âge peut développer... Même un enfant? Même un enfant, même un nouveau-né, celui qui vient de naître tout de suite. Je vous explique. À supposer que la maman qui met au monde l'enfant... Oui. souffre d'un trouble de l'usage lié à l'alcool, ce que nous appelons communément l'alcoolodépendance ou une dépendance à l'alcool. Oui. Donc l'enfant peut naître déjà en étant à son tour addict à l'alcool. Et quand on parle de l'addiction à l'alcool ou de trouble de l'usage lié à l'alcool, c'est une maladie mentale. D'accord. Et les enfants peuvent développer les maladies mentales. Comme il a dit, les jeunes, les adolescents, mais aussi les adultes. Et sous les tropiques, dans les pays africains, il y a une tranche d'âge que nous négligeons souvent, c'est les personnes de troisième âge. Où, dans nous, notre domaine,
il y a une spécialité pointue qui est réservée à certains âges où on parle de la psychologie des personnes de 3e âge. En dehors de l'âge, je veux aussi dire le profil professionnel. D'accord. On reçoit que ce soit les prêtres, les tradithérapeutes, les pasteurs, les médecins, les psychologues. Les médecins eux-mêmes? Oui, les psychologues aussi, tout comme nous, les directeurs de société. Mais on se dit qu'eux, ils sont plus avertis en termes de connaissances sur la maladie. Oui. Et le psychologue clinicien aussi qui fait la maladie, c'est la même chose. Donc tout le monde, il n'y a pas de profil professionnel donné. Donc voilà. D'accord. Qu'appelle-t-on catastrophe d'urgence et quand est-ce qu'on peut évoquer ce dont nous parlons, prise en charge de personnes en matière de catastrophe? Lorsque les catastrophes surviennent, et quand on parle de catastrophe, il s'agit d'un événement soudain qui intervient, qui peut être naturel ou d'origine humaine provoquée et qui affecte sérieusement la santé mentale des personnes. Nous voyons que face à la perte, à la peur et à l'incertitude que provoque cette catastrophe-là, les personnes peuvent développer facilement, comme le docteur vient de le dire, des troubles mentaux. Et il est important de mettre en place des dispositifs pour accompagner ces personnes-là afin de les aider à sortir de cette situation. Comment ces phénomènes affectent directement l'être humain, mentalement, je veux dire? Je vais laisser le docteur répondre à cette question. Quand un individu est confronté à une catastrophe, comme il a dit, c'est l'effet brusque de la survenue de l'événement. Et donc, la personne ne s'y attendait pas. J'ai parlé tantôt de l'équilibre psychologique qui fonctionne comme une montagne russe. Et donc, si l'événement vient comme une vague de la mer et que l'intensité de l'événement par rapport à son caractère soudain dépasse les ressources personnelles que nous qualifions d'amortisseurs, dépasse, c'est comme la personne n'a plus de ressources pour pouvoir contenir l'événement auquel il est confronté. C'est comme on y va en voiture ou à moto. Et qu'on porte une charge plus lourde que les amortisseurs de ces engins. Vous voyez comment ça se passe? C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que nous vivons sur le plan mental ou psychologique. Mais est-ce que c'est parce que nous vivons au quotidien? Je prends à tout hasard un exemple. Quelqu'un qui perd subitement son boulot. C'est également un choc émotionnel pour cette personne, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, parce que... Donc ça voudra dire que à tout moment, nous avons besoin que notre santé mentale soit prise en charge. Justement, c'est pour ça, dans les composantes de la santé mentale, généralement, on distingue 3 composantes. Il y a le bien-être psychologique en soi. Il y a la capacité de l'individu à gérer les défis, les situations. Donc, quand on parle de situation, il y a par exemple le licenciement. Il y a par exemple le divorce. Oui. Vous voyez? Oui. Il y a par exemple la perte d'un être cher. Oui. Ou la perte matérielle, c'est-à-dire un objet matériel auquel nous tenons, nous avons de l'affection et que subitement on perd ce matériel. Oui. Moi, je me rappelle de cette histoire quand nous étions en 4e année à l'université. Oui. Il y a un enseignant de CEG qui quitte, je vais être plus précis, qui quitte Bekota pour aller, en ce moment c'était un CEG vers Adamawa. Et à 4h du matin, lui, il se met déjà en route pour ne pas être en retard à son poste. À son boulot. Et figurez-vous qu'il a été braqué. Et en ce moment, c'était sa vieille bécane, la moto que nous appelons bébé là, qui conduisait. Oui. Et on lui a arraché cette moto. Wow. Une semaine plus tard, il a commencé les symptômes dépressifs.
Pas parce que on l'a braqué, pas parce qu'on a pris la moto, mais il a cette affection, cette affect-là à cette moto qui le gênait. Parce qu'il se lève, il ne voit plus la moto. Donc il est dérangé, il souffre. Il se dit, bon, il a la possibilité de faire un petit prêt, de payer une nouvelle moto, mais il tient à celui. Il tient à cette moto-là qu'il a perdue parce que il n'a pas dans son fonctionnement, dans son appareil mental, envisagé qu'il allait perdre de sitôt, de façon brusque, cette moto. Voilà. Waouh! Ça, c'est une situation vraiment palpable. Et quand survient ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'on a soi-même, comment dirais-je, on prend soi-même la décision d'aller vers un psychologue pour se faire consulter? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est affecté comme ça? Bon, généralement, ce qu'il y a lieu de faire avec les directives de l'OMS, c'est d'aller vers l'approche communautaire de la prise en charge de tout ce qui est question liée à la santé mentale. Je veux dire par là que, en fait, tout de suite, quand ça arrive, on a des ressources communautaires. Oui. C'est-à-dire parler à un membre de notre famille, oui. Parler à un membre d'une association de personnes usagères de santé mentale comme Liken Hope, qui ont des compétences, à qui on a donné des compétences en matière de santé mentale et de soutien psychosocial pour venir être le premier soutien de cette personne, histoire de l'aider à passer ce mauvais moment. Mais si jamais on constate que ce soit l'entourage ou les personnes qui ont une certaine compétence à la matière trouvent que leur compétence est limitée dans la prise en charge. Leur apport est limité pour ces personnes. Pour ces personnes, en ce moment, on les réfère vers les spécialistes pour une prise en charge adéquate. Alors, monsieur Appedo, qu'est-ce que vous faites exactement quand de personnes comme le docteur vient de le dire s'approchent de votre association? Qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous la prise en charge? D'abord, il y a l'écoute qui est très importante. Oui. Une écoute qui se fait sans jugement ni critique et également de façon empathique. Il faut également sensibiliser les personnes souffrantes sur la santé mentale, leur expliquer que ce qui leur arrive n'est pas une fin en soi et qu'on peut s'en sortir. Et évidemment, les référer vers les structures les plus adaptées à les prendre en charge sur le plan médical et psychologique. Au-delà de ça, nous mettons en place des groupes de soutien, des groupes de parole où nous invitons ces personnes-là à se regrouper et parler ensemble, partager leurs soucis et s'aider mutuellement à s'en sortir. Nous offrons également des activités de réadaptation psychosociale et des formations, compétences de vie à ces personnes qui le plus souvent perdent tout pour pouvoir retrouver l'envie et la capacité de se réinsérer petit à petit dans la société et avec le soutien de tout le monde. Comment s'y prend-on pour approcher ou venir vers votre association pour une prise en charge? On vous appelle ou comment ça se passe exactement? On nous appelle et nous-mêmes nous identifions les personnes parce que nous avons été formés pour cela. Nous identifions les personnes en souffrance psychologique et nous avons la possibilité de les approcher afin de leur apporter aide et soutien. Et également, nous intervenons par exemple au niveau de l'hôpital psychiatrique de Zébé où nous faisons des activités thérapeutiques ludiques à visée psychosociale pour aider ces personnes-là qui sont en parcours de rétablissement à aller rapidement mieux. Et l'expérience a montré que les personnes qui participent régulièrement aux activités que nous menons, que ce soit
à l'hôpital psychiatrique de Zébé ou au CHU Campus sortent plus rapidement que les autres. Donc, c'est des activités qui ont réellement un impact sur la vie des usagers des services de santé mentale. Alors, un auditeur qui nous écoute en ce moment, qui se sent un tout petit peu peut-être malade mentalement, je ne vais pas tout de suite donner de gros mots, mais qui n'a plus cet équilibre-là qu'il faut et qui souhaite quand même être assisté, il peut vous appeler directement sur un numéro? Bien sûr, je peux donner tout de suite le numéro de la présidente qui est le 93 05 54 94 et le mien qui est le 90 00 24 84. 24 84 93 05 54 94 et puis le 90 00 24 84. Tout à fait. La personne peut vous appeler donc et venir se faire suivre, c'est ça, participer à vos groupes d'activités. Et sur combien de temps est-ce que la personne peut avoir soulagement, on va dire, ou retrouver cet équilibre mental perdu? Bon, disons que la prise en charge, elle est holistique. Au même moment que les spécialistes font leur partie, il y a la prise en charge, ce que nous faisons, qui aide ces personnes-là à se rétablir. La prise en charge contribue à la stabilité, mais pour que la personne reste rétablie dans la durée, il faut que cette personne-là participe régulièrement aux activités des associations. Ce n'est pas que Likenhoop qui est sur le terrain. Il y a beaucoup d'organisations qui interviennent dans le domaine de la santé et qui peuvent également apporter leur aide. D'accord. Quels sont donc les services de santé mentale, puisque vous en parlez, présents dans la région maritime? À Lomé, oui. Nous avons, dans le Grand Lomé, on va dire. Dans le Grand Lomé et plus généralement dans la région maritime, nous avons les structures spécialisées, notamment les CHU. Oui. Il y a le CHU Campus qui a un service de psychiatrie qui s'occupe de la prise en charge du suivi et fait également des hospitalisations de courte durée. Et à Lomé, nous avons les centres confessionnels comme Paul-Louis René qui se trouve dans le quartier Kégué au niveau de Tinga, du carrefour Tinga. Il y a le centre Saint-Jean-de-Dieu qui est à Goué, à côté du petit séminaire. Je dois ajouter qu'il y a que dans toutes les structures hospitalières, que ce soit centre de santé, dans les districts, il y a le personnel qui est formé pour détecter les troubles et faire les premières prises en charge et éventuellement référer. Dans les CMS, est-ce qu'on en a également? Dans les CMS? Oui. Il y en a dans les CMS? En fait, dans les CMS, sur un autre projet de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, le projet PEFA, qui ont recruté en fait des psychologues pour la prise en charge psychologique ou psychosociale des personnes vivant avec le VIH. D'accord. Parce que le VIH étant une maladie chronique, ça déteint sur la santé mentale de ces personnes. Et donc, pas que ça. Une fois qu'ils sont dans le centre et qu'il y a une personne qui sollicite leur expertise, ils peuvent intervenir. Je voudrais compléter aussi qu'à l'hôpital de Bain, on a une unité de santé mentale parce qu'on a un praticien en santé mentale et un psychologue clinicien sur les lieux. Sur le site. Par exemple, aussi au niveau du centre de santé de Lomé, CHU tout quoi? Non, le chef-lieu du district de Golfe, je veux parler de Wetrivi-Kondi. Il y a un psychologue clinicien également et bon, l'État est en train de voir dans quelle mesure affecter un praticien en santé mentale pour l'épauler. Donc, il a déjà cité les CHU, donc c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous parler? Il y a aussi le
le CHR de Kégué. Il y a une unité également de santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous préciser les genres de prestations qu'offrent ces unités de services psychiatriques? Par exemple, au CHU SO, Sylvanis Olympio, comme au CHU Campus, c'est des services de psychiatrie et de psychologie médicale. C'est-à-dire que quand la personne vient, on fait les deux consultations, les consultations psychiatriques et les consultations psychologiques. S'il y a lieu d'hospitaliser, on va hospitaliser sur une courte durée, ce que nous appelons un service ouvert. Maintenant, si ça se complique, il faut aussi rappeler qu'au Togo, on n'a qu'un seul hôpital psychiatrique qui est ZB. Et donc, si le cas se complique avec tout ce qui est la prise en charge, l'accompagnement à mettre en place, on préfère référer à l'hôpital psychiatrique de ZB. Et donc, les psychiatres assistés de master en santé mentale vont faire la consultation psychiatrique pour tout ce qui est médical, les analyses, la prescription médicale. Maintenant, il y a les psychologues qui vont intervenir pour l'accompagnement non pharmacologique, c'est-à-dire tout ce qui est psychothérapie, tout ce qui est orientation. Mais comme il a dit, comme c'est une prise en charge globale, multidisciplinaire, on rêve d'avoir des assistants sociaux pour aller en famille, faire des médiations familiales pour ces malades, préparer leur sortie, ainsi de suite. Et à côté, on a des associations d'usagers qui viennent mener des activités de bien-être pour faciliter un tant soit peu le séjour de ces patients-là dans ces centres hospitaliers. Vous avez parlé de soins psychologiques et de soins psychiatriques. Bien sûr. Quelle est la différence entre les deux? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que le soin psychiatrique, c'est médical. D'accord. Quand je dis médical, ça veut dire qu'à la base, c'est un médecin qui sort. Après sa formation, va aller se spécialiser en santé mentale. Ce que nous appelons psychiatrie. Et donc, j'ai parlé des facteurs et des causes des maladies mentales. Et donc, pour cause, il va demander des bilans. Donc, c'est un acte médical. Oui. Il va interpréter ces bilans et il va faire des prescriptions médicales. C'est-à-dire, c'est lui qui va sortir l'ordonnance pour traiter les maladies. Maintenant, le psychologue, lui, il n'est pas médical. Sa formation, c'est depuis on va dire, la première année jusqu'à ce qu'il ait sa qualification de psychologue ou plus tard jusqu'au doctorat. Et donc, ça va se baser sur l'évaluation psychologique, c'est-à-dire des entretiens. Il va passer des tests psychologiques ou des tests psychométriques pour essayer d'aller mettre la main sur la structure de la personne, ce que nous appelons généralement les traits de personnalité ou comment la personne est organisée. Il va passer d'autres tests pour essayer de compléter les informations qu'il a collectées lors de ces entretiens pour lui permettre d'avoir une idée sur, pas seulement le diagnostic, parce que le psychiatre peut poser le diagnostic, mais pour ce que nous appelons faire le diagnostic factuel, c'est-à-dire au-delà des causes, quels sont les facteurs qui ont entraîné donc qui ont fait que la personne fait la maladie, qui maintiennent la personne dans la maladie, et quels sont les facteurs de bon diagnostic ou qui va permettre à la personne de guérir rapidement de la maladie. Et va aussi prendre en charge l'entourage du patient. Parce que généralement, il y a de ces thérapies que nous appelons les thérapies systémiques. Généralement, c'est la famille, ou généralement, c'est l'équipe professionnelle, ou c'est le couple. Et celui qui fait la maladie peut ne pas être l'élément à problème. C'est comme une chaîne. Ce n'est pas l'élément à problème. Mais comme c'est lui qui est plus faible, il va faire la maladie. Et une fois que vous le prenez en charge, vous allez dans le système détecter l'élément
Catalyseur, on va dire. À problème. Maintenant, là aussi, c'est une autre paire de manches. Il peut accepter volontiers entrer dans les soins. C'est pour ça que vous allez voir, soit c'est le mari ou la femme qui est le premier ou la première à demander la consultation, mais ensuite, vous allez faire une thérapie de couple si le second partenaire le veut bien. Oui. Ou une thérapie familiale pour amener l'élément à problème, pour pouvoir essayer de redynamiser le système familial. C'est compliqué, hein, les problèmes de santé mentale. Professionnel, Bien si sûr. jamais c'est le boss qui a un souci, Ou encore un collègue. ou un collègue qui a Ouais. un souci qui fait que le climat professionnel n'est pas sain, et que quelqu'un qui lui, n'a pas vécu dans cet environnement va se mettre à souffrir et à tomber malade. De nos jours, on parle du burn-out, qui n'est pas encore une maladie mentale retenue par l'OMS, mais c'est une souffrance professionnelle qui fait que la personne peut ne pas être productive. Il peut ne pas être productif alors que c'est un bon élément de l'organisation professionnelle. Alors, avant de me tourner vers le vice-président pour la prochaine question, je vais prendre un cas pratique, hein, docteur. Oui. Une maman et sa fille qui vivent ensemble et qui, tout le temps, sont amenés à avoir des confrontations. Oui, des conflits. Des conflits, voilà. Et ce qui agit sur la maman tout le temps est à l'hôpital parce qu'elle fait des hausses de tension. Est-ce que là, il faut les séparer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver gain de cause au problème de la maman? Comme on le dit, c'est... Enfin, les séparer, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Comme c'est une famille, ils sont appelés à vivre ensemble. Oui. Mais là, c'est de voir quel est le souci réel qui fait que les deux ne s'entendent pas. D'accord. Est-ce que la maman a des attentes, on va dire, assez élevées et que l'enfant n'y arrive pas? Est-ce que c'est une famille monoparentale, c'est-à-dire que le papa, lui, il a gagné tant, comme les Ivoiriens le disent. Lui, il a gagné tant depuis. D'accord? Oui. Et ce fait, est-ce que la maman voit l'image du papa partir dans la fille et que la communication n'est pas saine? Donc, si la communication n'est pas saine, arrivé à un moment, l'enfant peut accepter, mais arrivé à un moment, il va dire, basta, ça suffit. Donc, elle se met à répondre. Et en ce moment, vous allez voir que peut-être la maman le fait pour pouvoir protéger sa santé mentale. Oui. En ce moment, l'enfant subit. Si l'enfant arrête de subir et décide de répondre, là, c'est la maman qui va souffrir. C'est la maman qui va souffrir. Donc, il y a d'autres cas où soit c'est l'enfant qui a une personnalité, qui souffre d'un trouble de personnalité qui fait que Ça déteint sur la maman. ça déteint sur la maman. La relation, elle n'est pas saine. Donc, c'est d'évaluer la situation, de creuser pour voir où se trouve le problème et leur offrir une prise en charge adéquate. Mais les séparer, c'est extrême. Je dis, les séparer, c'est extrême. À supposer que c'est l'enfant qui est problème, on le met chez une tante. Elle va encore créer le problème chez la tante également. On la déplace de là, on la met. Vous voyez? Oui, je c'est vois. une fuite en avant. D'accord. Donc, autant s'attaquer au problème et les aider à les résoudre et non les résoudre à leur place. D'accord. Merci pour la consultation en direct, docteur. Alors, quels sont les acteurs et les stratégies des services de la santé mentale dans la riposte lors des catastrophes et des situations d'urgence, monsieur Appedo? Bon, avant d'arriver à cela, on ne peut pas parler des structures de prise en charge sans faire un clin d'œil à 5 amis des outils qui est dans la prise en charge et également dans la réinsertion sociale des usagers des services de santé mentale et également au centre de prière qui font un travail formidable, même si ce n'est pas dans les règles de l'art. Et il faudrait les accompagner pour qu'ils arrivent à mieux structurer leur prise en charge. Bon, en cas d'urgence et de catastrophe, les stratégies pour une prise en charge, c'est une stratégie qui doit se faire de façon globale et qui doit impliquer le gouvernement, les ONG,
les organisations de la société civile locale, les responsables communautaires et religieux, et également les bénéficiaires eux-mêmes qui ne devront pas être seulement que des bénéficiaires, mais des acteurs pour pouvoir faciliter leur résilience et reconstruction. Donc, au niveau des gouvernements, par exemple, ils doivent coordonner, mettre en place une équipe de coordination. Souvent, c'est les ministères de la santé, de la sécurité et des affaires sociales qui coordonnent la prise en charge. Je me rappelle en 2023, quand il y a eu l'incendie du marché de Idranawe, d'Agoué Assiyeye, on était en comité de pilotage à l'hôtel Concorde et on a dû abandonner tout. Tous les psychologues qui étaient sur place ont été dépêchés sur les lieux pour accompagner les personnes en souffrance. Et également sur place, j'ai vu l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui était également là, qui a joué un grand rôle. Donc, c'est une affaire de tous. Et pour que cette action soit efficace, il faut une bonne coordination de ces activités et de ces actions-là pour que la réponse soit bonne. D'accord. Maintenant, venons à ma question. Quels sont les acteurs et les stratégies que vous mettez en place au niveau des structures pour la gestion de la santé mentale en cas de crise? Moi, je viens de parler des mécanismes. Oui. C'est la même chose qui se fait en temps de crise. Donc, vous dépêchez des psychologues sur place. Il n'y a pas une structure. En première ligne, il y a la communauté, les familles qui sont là, qui font l'écoute, et également les structures étatiques, les associations ONG, les leaders communautés qui doivent intervenir pour appuyer. Je vais peut-être laisser le docteur nous en dire plus. Oui, en matière d'urgence, le dispositif, c'est insufflé par l'autorité. D'accord. Et comme il a dit, c'est multisectoriel. Il y a les politiques qui vont intervenir, il y a les décideurs, il y a les spécialistes, il y a les leaders communautaires, il y a les associations, les familles également qu'il faut mettre à contribution. Et tout ça fait que si le partage le travail est partagé, délégué, ça aide à ce que les survivants puissent rapidement se restaurer. Ce qu'il y a est que quand c'est chaud comme ça, il y a une activité que nous appelons le défusing, c'est-à-dire qui va amener à la décharge émotionnelle quand ça se produit dans l'immédiat. Donc après une semaine, il va falloir mettre un autre dispositif d'évaluation en place pour voir chez qui le problème perdu, ceux qui font, parce qu'on est sur un champ de psychotrauma, ceux qui font un péritrauma, et on les dépiste et on les prend en charge. D'accord. Et un mois après, il va falloir encore faire une autre évaluation pour tout le monde, que ce soit ceux qui n'ont pas été dans un péritrauma, c'est-à-dire ont manifesté des troubles émotionnels. Voici, après un mois, il n'y a pas un stress post-trauma qui s'est installé. Donc, s'il y a un stress post-trauma qui s'est installé, il faut revoir la prise en charge à accorder et voir si éventuellement il n'y a pas d'autres complications sur le plan santé mentale, santé physique, comme les dépressions, les autres troubles mentaux. Si je comprends bien, il n'y a pas d'initiative privée à prendre soi-même en cas de crise en matière de santé mentale. L'initiative privée, moi je dirais que l'initiative privée peut venir comme un accompagnement complémentaire. Par exemple, quelqu'un qui va solliciter son prêtre de famille ou son pasteur de famille en dehors du dispositif qui est là, c'est une initiative privée. Ou quelqu'un peut se dire, moi je ne rentre pas dans le dispositif
qui est mise en place par l'État pour la prise en charge, mais va vouloir consulter les spécialistes en privé. Ça, c'est des initiatives privées. Ouais. D'accord. Alors, pour maintenir un bon équilibre physique, un bon équilibre mental, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous recommandez à Link and Hope, monsieur le vice-président? Nous recommandons tout simplement d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est quoi une bonne hygiène de vie? Le sport. D'accord. Bien manger, s'amuser. Vous voulez bien parler dans le micro, s'il vous plaît? On a du mal à vous écouter. Ok. Je dis, il suffit d'avoir un bon hygiène pour prévenir les troubles de la santé mentale. D'accord. D'accord. Il s'agit de bien manger, faire des activités sportives, avoir des loisirs et également avoir des relations saines avec son entourage. C'est très important. Qu'est-ce que vous allez ajouter à ces conseils, docteur? Non, je dirais que chaque individu doit savoir dans cette initiative de prévenir la santé mentale, chaque individu doit savoir qui il est. C'est-à-dire... se connaître, comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et pour le faire, il faut passer une évaluation psychologique que nous appelons les tests de personnalité. Le faire soi-même ou se rendre chez un psychologue clinicien? En vrai, il y en a plusieurs selon les théories, mais le fait avec la théorie clinique. Et là, il faut aller chez un spécialiste pour pouvoir le faire parce qu'il va vous annoncer le diagnostic. Si jamais il y a un trouble, il vous dira ce qu'il faut faire. D'accord. Ou s'il n'y a pas de trouble, il vous dira également ce qu'il faut faire. Et donc, si on se connaît, ça nous facilite la prévention du moment où nous sommes confrontés à une situation. D'emblée, au début, on peut ne pas avoir à l'esprit que nous sommes structurés de la sorte. Mais on commence par réagir de façon, on va dire, non adaptée à une situation, mais rapidement on se reprend pour dire, ah, tiens, il faut que je temporise un peu en fonction de qui je suis. Sinon, quand je pousse trop, ça risque d'éclater. Voilà. Donc, moi, je le dis tout le temps, en dehors de tout ce que le vice-président a dit, en dehors de tout ce qui peut être fait, moi, en tout cas, en tant que spécialiste, j'invite tout le monde à se connaître, à savoir qui il est exactement. En matière de gestion de stress, on n'est jamais assez prévenu, vous l'avez dit tout à l'heure. Même vous qui êtes psychologue, vous êtes parfois confronté à ce genre de situation. Oui, c'est possible. Comment est-ce qu'on fait alors pour pouvoir ne pas faire une overdose de stress? Généralement, c'est... Moi, je me dis, il y a les 4 accords Toltec qui aident. Et il ne faut jamais prendre les choses personnellement. Je donne un exemple. Oui. Vous allez au service, vous rencontrez un collègue qui ne vous salue pas. Ne le prenez pas personnellement. Soit vous le saluez, même s'il fait de ne pas répondre. Passez votre chemin. Passez votre chemin, ne le prenez pas personnellement. Peut-être que cet instant précis, il a d'autres soucis. Dans la tête. D'autres priorités. Oui. Après, il va revenir là-dessus. L'autre chose, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle. Avoir une intelligence émotionnelle, c'est de savoir réagir à une situation. Bon, c'est vrai, des fois, nous disons que la colère n'est pas une bonne chose, mais la colère en soi n'est pas mauvaise. Ah oui? Oui, parce que on doit souvent manifester notre colère. C'est une situation, enfin, c'est une émotion adaptative. Ça nous permet de... On peut se mettre en colère pour régler une situation. Jésus s'est mis en colère. C'est juste pour régler une situation. Ça donne un bon exemple. Oui. Même Jésus, il s'est fâché. Il s'est fâché. Mais il ne s'est pas fâché continuellement. Voilà. Et c'est dans la même religion, on dit de ne pas se coucher sur... Sa colère. Sa colère, ça veut tout dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en colère juste pour régler un problème, mais dans la manifestation aussi de cette colère, c'est de ne pas le prendre personnellement. Vous vous mettez en colère juste
pour régler une situation donnée. Et après, vous revenez à de bons sentiments. Vous revenez à de bons sentiments. Donc, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et c'est très, très, très important. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, relativiser les choses, quoi. Quand la chose se produit tout de suite, c'est d'arriver à faire un petit bilan tout de suite. Quels sont les tenants et les aboutissants? Où moi, je me trouve par rapport à cette situation. Et puis, bon, vous essayez de ne pas subir la situation. D'accord. Et en plus de ça, pratiquer une activité physique régulièrement, comme l'a dit le vice-président. Ça permet aussi d'évacuer en tant soit peu ce stress-là. Tout à fait. Un bon régime alimentaire aussi. Et donc, et puis, je dirais, même dans la gestion du stress, pour ceux qui sont des mariés, c'est d'avoir une activité sexuelle régulière. Ah! Voilà une bonne recommandation. C'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Non, c'est très important parce que, bon, la littérature l'a démontré, l'activité sexuelle a des bénéfices sur la santé physique et la santé mentale. Que ce soit pour l'homme comme pour la femme. D'accord. En tout cas, j'espère que nos auditeurs prennent en compte tout ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, en matière de santé mentale, c'est presque toute la population. Il n'y a pas un seul individu qui nous dira aujourd'hui qu'il est préservé en matière de santé mentale, parce que tous les jours, nous traînons des problèmes, nous traînons le stress, les enfants, la famille et tout ce qui va avec. Donc, je pense que ces conseils sont les bienvenus. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais donner la parole au vice-président de l'association Link and Hope. Forcément, vous avez un mot pour clôturer, n'est-ce pas, monsieur le vice-président? Oui, bien sûr. Avant toute chose, je voudrais dire merci à Radio Jena FM qui ne cesse de nous accorder du temps pour parler. Attention, c'est pas FM, c'est une radio en ligne. Voilà. Jena qui ne cesse de nous accorder du temps pour parler santé mentale. Oui. Et également remercier les partenaires grâce à qui nous sommes sur ce plateau. Je veux parler de Handicap International et l'Agence française de développement pour le soutien qu'ils ne cessent de nous apporter. Et également inviter les autres structures qui sont dans le pays. Je veux parler des ONG, à vraiment s'intéresser à la thématique de la santé mentale et à appuyer les activités des OSC qui interviennent dans ce domaine-là. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président. Docteur, votre mot de la fin? Mon mot de fin, il a déjà remercié les partenaires grâce à qui nous sommes avec vous, y compris votre organe de presse. Alors moi, je dirais que avant de penser santé physique, pensons santé mentale d'abord. Je vous remercie. D'accord. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Avant de refermer l'émission, moi, je vais faire un coup de gueule à l'endroit de tous les docteurs, psychologues, cliniciens qui ne viennent vers nous que lorsqu'il s'agit de parler de la Journée mondiale de la santé mentale. Et pour vous dire que nos portes sont ouvertes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. N'attendez pas qu'on célèbre la journée de la santé mentale pour venir nous parler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est très important de maintenir un bon équilibre mental, chose que nous devons faire individuellement, comme l'ont dit les experts sur ce plateau. Connaissez-vous vous-même, comme ça vous saurez ce qui est bon pour vous ou pas. Maintenez également une activité sportive régulière et avoir le contrôle sur ce qui se passe autour de nous. C'est très important. Ensuite, vous pouvez aussi cultiver cette image positive de vous. Même si autour de vous, personne n'apprécie ce que vous faites, dites-vous quand même que vous-même, vous vous appréciez et c'est le départ vers une santé mentale épanouie. Nous étions ce matin avec le vice-président de l'association Link and Hope, monsieur Firmin Apedo. Merci d'être venu. Et puis le docteur Degboé Selom, psychologue clinicien et de la santé. Merci également à vous. Et vos chers auditeurs, je vais vous retrouver vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Excellente journée à tous et à chacun.
Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.